شكلت الندوة الصحفية التي نظمتها سفارة كوبا في الجزائر ونشطتها السفيرة الكوبية السيدة كلارا مارغريتا بوليدو إسكندل فرصة للنظر مجددا في العقوبات الجائرة التي لا تزال تسلطها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة كوبا، والتي لا تزال قائمة منذ 50 سنة، أي منذ بداية الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو. كما شكلت أيضا فرصة للاطلاع على حجم العلاقات بين الجزائر وكوبا ومتانتها وصلابة العلاقة بينهما ومستوى الشراكة بين البلدين في مجالات كثيرة على رأسها الصحة والتربية والموارد المائية وغير ذلك. وبعد السفيرة الكوبية حاضر كل من السيدة ميرتا ريبيس ألير المستشارة الاقتصادية والتجارية وجاكلين هرنانديز موريرو الخبيرة في الموارد المائية والسدود، وكذلك أنطونيو دياز ماشادو رئيس البعثة الطبية إلى الجزائر، الذي أطلع الحضور بأن المنظومة الصحية الكوبية من أرقى المنظومات على المستوى العالمي، قوامها حوالي 500 ألف طبيب وممرض وتقني، وأن قرابة 55 ألفا من الأطباء والتقنيين والممرضين وغيرهم في الصحة حاضرون في الجزائر ويعملون في 14 مشفى، غالبها بالمدن الداخلية مثل الجلفة وأضرار والوادي وتمنغاست. المشهد الكوبي يعطينا اليوم درسا نادرا في وقت الضائقة، لأنه يعلم كيف صبر شعب ملتف حول قيادة سياسية أمام عجرفة وتسلط أعتى قوة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، بل وكيف عمل وتطور وتقدم في مجالات كثيرة وأصبح مصدرا للثروة وللعلم بفضل مفاتيح اسمها المقاومة، العمل، الصبر، التعاضد الاجتماعي، المشاركة في الحكم. La relation en tous les domaines entre le peuple cubain et le peuple algérien. Le sujet qui nous convoque aujourd'hui, c'est bien connu et très mal connu en même temps. Et c'est pour ça qu'on a bien voulu d'avoir une discussion directe, franche, avec nos amis de la presse pour mieux vous exprimer sur la vérité de la situation qui souffre le peuple cubain, sur les blocus économiques, commerciaux et financiers qui nous a été imposé pendant des années par une politique qu'on peut vraiment qualifier pas seulement d'insensée, de périmée, d'illégal et moralement injustifiable, mais aussi une politique qui va contre l'histoire. Le peuple américain, c'est un peuple comme le mien à Cuba. On apprécie beaucoup leur culture, leur développement, la qualité de l'esport, mais malheureusement, le gouvernement des États-Unis, en particulier le gouvernement du président Donald Trump, est dans une vraie guerre contre Cuba du point de vue de la situation économique et sociale de notre peuple. Le blocus provoque de vrais dégâts humanitaires, économiques et toutes sortes de souffrances au peuple cubain. Et pourquoi est-ce qu'on peut affirmer ça? Parce que les blocus, et on va vous donner des exemples, c'est pour ça qu'ils m'accompagnent des autres ressortissants cubains, pour que vous n'écoutez pas seulement la voix de l'ambassadeur, mais aussi des représentants du peuple cubain qui sont ici, qui travaillent chaque jour en Algérie avec nos frères et sœurs algériens. C'est un processus qui va directement contre le peuple cubain. Quand il dit qu'il va contre le gouvernement, ce n'est pas vrai. Ceux qui plus souffrent dans un blocus, si criminels comme ceux qui souffrent Cuba depuis le début de la révolution en 1959, c'est le peuple cubain. Parlementaire judiciaire des États-Unis de l'Amérique, mais a comme une caractéristique très importante que ce n'est pas seulement une loi territoriale sur les États-Unis. C'est une loi qui est contre Cuba et c'est une loi qui même peut donner des affectations très sérieuses à tiers part. Pourquoi à tiers part? Parce que plusieurs compagnies de quelques pays du monde ont été sanctionnés par la loi des États-Unis dû à leur commerce ou à leurs transactions financières ou commerciales avec Cuba. C'est pour ça qu'une des principales caractéristiques de la loi Helms-Burton, c'est le caractère d'extraterritorialité de cette loi. Et c'est un des thèmes les plus complexes. Cette année, et c'est une des raisons pour laquelle on dit
que le blocus a été renforcé cette année, le chapitre 3 de la loi Helms-Burton a été mis en vigueur. Jusqu'à maintenant, ce chapitre n'a pas été mis en vigueur par les successives administrations des États-Unis, par les successifs présidents des États-Unis, après que le président Clinton avait signé cette loi dans les années 90. Mais pour la première fois, le chapitre 3 a entré en vigueur et le chapitre 3 dit qu'aucun citoyen qui a la nationalité des États-Unis, soit d'origine américaine ou pas, peut mettre dans les cours des États-Unis aucune personne ou entité économique commerciale qui a des relations avec Cuba ou sur ce qu'ils considèrent leur propriété. Bien sûr, au début de la Révolution, il y a eu un processus très national, très nationaliste, sur lequel on a fait des nationalisations, accord la loi cubaine, pour prendre dans les mains des Cubains nos ressources naturelles. C'est un processus normal, dans un vrai processus d'indépendance, comme ce qu'on vit à Cuba avec la révolution cubaine. Et c'est pour ça que ça donne la justification pour avoir la capacité, s'il veut, de mettre à loi des personnalités de toutes parts du monde, des entreprises commerciales ou banquières, ou de toute façon, après on va vous exprimer un petit plus sur ce domaine. Pour la première fois dans l'histoire, ce chapitre 3 a été, comme je dis déjà, mis en vigueur cette année, 2019. Et ça renforce aussi le blocus. Un grand chiffre, on peut dire que le blocus a causé au peuple cubain la perte de plus de 4,3 milliards de dollars. Qu'au prix courant, ça voudrait dire, ça signifierait une perte de presque 140 milliards de dollars pendant les plus de 6 décennies qui a duré déjà le blocus. Vous pouvez imaginer combien de choses on pourrait faire à Cuba si on aurait eu cette ressource financière. Si on n'aurait pas besoin d'aller quelquefois dans des marchés très loin de Cuba pour acheter quelques produits. Si on n'aurait pas besoin d'aller acheter à travers tiers parts, parce qu'on ne peut pas acheter directement dans les marchés des États-Unis, les marchés les plus grands du monde, les plus riches et un des plus proches à Cuba. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Je vais passer maintenant la parole à mes compatriotes, parce que je pense que ce n'est pas seulement écouter la voix de l'ambassadeur, c'est aussi important d'écouter la voix des différents Cubains provenant des différents secteurs sociaux. De faire le commerce avec Cuba et même de participer dans le processus d'investissement qu'on développe à Cuba. Il faut remarquer que nous avons un très grand manque à gagner à cause des exportations de biens et de services qui se situaient à plus de 2 milliards de dollars, surtout à cause de la diminution des visiteurs états-uniens durant cette période et des compagnies médiatiques contre les voyages à Cuba en disant que Cuba n'est pas un pays sécurisé, que c'est un pays où on peut risquer d'être kidnappé ou volé. Ces choses de bêtises qu'on parle dans ces campagnes médiatiques. Comme vous savez, nous n'avons pas la possibilité d'accéder au marché des États-Unis. À cause de notre situation géographique, de notre location géographique, le marché cubain et le marché états-unien, ce sont des marchés naturels. Si on aura une situation normale de relation avec les États-Unis, c'est un marché qui est très proche de nous. C'est très facile d'exporter ou importer d'un pays proche. Mais pour nous, ça n'est pas possible. Je vais faire référence au secteur agroalimentaire parce que, comme vous savez, ou comme je vais vous dire, qu'à Cuba, la facture la plus grosse d'importation s'agit de la facture des aliments. Dans ce cas, nous avons quelques entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de l'importation des aliments. Et dans ce cas, nous avons l'entreprise Alimport qui était forcée à chercher des autres marchés très éloignés de nous, à l'Europe et à l'Asie, où le risque est très grand parce que, tout d'abord, nous sommes très loin, les coûts des frais maritimes sont très hauts
nous sommes forcés aussi à employer l'intermédiation qui, à la fin, fait que le produit final soit plus cher pour les consommateurs, pour les clients. Et aussi, ce sont des marchés où on ne dispose pas de crédit financier normal. On doit employer les crédits commerciaux qui ne sont pas avantageux. C'est pour cela qu'à ce moment-ci, le risque pays a augmenté à cause de la campagne des États-Unis et à cause des mesures que dans la dernière période, les États-Unis ont mis en place. Bien sûr, les gros de ventes que nous faisons à l'extérieur ne peuvent pas être non plus faits au marché des États-Unis. Et nous exportons à ces marchés européens surtout, où les barrières tarifaires sont très hautes et aussi ce sont des marchés très demandants en ce qui concerne la qualité, les périodes d'envoi et ça. Aussi, il faut vous exprimer que le manque à gagner dû à la possibilité d'accéder au marché états-unien se chiffre dans une somme très grande. Et les secteurs les plus touchés sont la santé. Je ne vais pas parler sur ça parce que les camarades vont y parler après. L'énergie et les mines, les télécommunications et l'informatique, l'agriculture, la construction et la commercialisation des marchandises comme le sucre et le miel. Dans le cas du sucre, nous avons un manque à gagner qui découle que c'est à cause de l'élimination de nos contingents d'exportation vers les États-Unis et ce manque à gagner se chiffre à 29 millions de dollars. Comme je vais vous dire déjà, l'achat au marché des États-Unis ne sont pas possibles et on doit faire aussi l'importation sur d'autres marchés. Et nous avons quand même l'impossibilité d'employer les dollars états-uniens dans notre rapport commerciaux et aussi l'impossibilité d'accéder au crédit bancaire pendant le mois de septembre parce qu'aucun navire pouvait arriver avec le carburant, les hydrocarbures ne pouvaient pas arriver à Cuba parce que les armateurs, ils avaient peur de négocier avec Cuba parce qu'ils peuvent être blacklistés. Le gouvernement des États-Unis a une liste noire où les entreprises, les compagnies, les armateurs, même les navires qui font du commerce avec Cuba peuvent être inclus et dans ces cas-là, ils peuvent être sanctionnés. C'est un effet réel qui nous a causé beaucoup de problèmes, surtout dans le mois de septembre, mais heureusement, chez nous, on a pris des mesures qui nous ont permis de surmonter cette difficile situation. Aussi, à ce moment-là, le gouvernement des États-Unis a développé une campagne contre la coopération médicale cubaine, qui est une chose qu'on n'avait pas vue jamais, parce que ce sont des si telles bêtises de lesquelles on parle que c'est incroyable qu'on puisse parler de cette collaboration comme ça. Je ne vais pas me référer à ça parce que vous connaissez très bien qu'ici en Algérie, nous avons commencé la coopération médicale. Et vous savez quelle est la qualité de notre coopération, avec plus de 900 ressortissants cubains. En outre, il y a eu une mesure qui n'était pas en force jusqu'à l'administration Obama. Il s'agit de l'importation de ces produits et ces services. En el cáncer de pulmón. En el Hospital Hermanos Amajeira de Cuba se diagnostican cada año más de 20 casos con cáncer renal. Con cáncer renal. Ninguno de estos pacientes pueden ser beneficiados con el sunitinib, debido a que la empresa Pfizer no nos los puede suministrar. La farmacéutica Bristol Myers se le solicitó el anticuerpo anti-PD1 para el tratamiento del melanoma metastásico, el cáncer de pulmón y el linfoma Hodgkin.
no nos los puede suministrar. Ils ne peuvent pas nous fournir ces médicaments. El 26 de febrero del 2019, En date du 26 février 2019, varios proveedores informaron a Medicuba différents fournisseurs ont informé à Medicuba que no podían entregar los ventiladores de leur pulmonares impossibilité de leur livrer solicitados des appareils de ventilation pulmonaire debido a que el fabricante d'une grande importance pour le système de santé cubain, IMTE Medical y Acutronic où ils sont utilisés pour aider mécaniquement les patients dont la ventilation pulmonaire habían sido naturelle comprados por la est compañía déficiente. norteamericana Alors que le contrat a Biden été Medical, déjà signé parce que con le sede en fabricant, Illinois, IMT Medical AG et y estos Acutronic. ventiladores son de alta importancia para el Ces tratamiento ventilateurs sont de de haute pacientes importance cubanos. pour pouvoir aider les patients dans la phase de guérison. El 20 de noviembre de 2018, En date du 20 novembre 2018, la empresa alemana Isotrac, la société allemande Isotrac USA Ecker and Seigel, USA Seigel Ecker, Reference and Calibration, leur référence et calibration, se negó a suministrar a Medicuba a refusé de fournir una à fuente Medicuba radiactiva une source contratada radioactive necesaria initialement para el sous tratamiento de contrat, pacientes con cáncer. qui est nécessaire pour effectuer le contrôle de qualité des radionucléides. Esta empresa, radioactivos son utilizados para el control de calidad de los Ils sont radionucleótidos. utilisés pour le contrôle de qualité du cancer. La compañía refirió no estar dispuesta a suministrar La compagnie a dit qu'elle estos, n'est pas capable pour pouvoir fournir estas fuentes ces médicaments. debido a las restricciones Elle est impuestas due por à los la Estados source- Unidos a à nuestro la- país. Elle est due à la source pour le nom des États-Unis. La empresa Medicuba, L'entreprise Medicuba, como ven, ha sido muy restringida a la adquisición de productos farmacéuticos. la Medicuba elle a été freinée plusieurs fois pour pouvoir acquérir des médicaments. No obstante, la salud cubana ha alcanzado logros. Mais aussi la santé cubaine a pu avoir Logros. logros. La mortalidad infantil por segundo año consecutivo Voilà. La mortalité infantile dans sa deuxième année alcanza los 4, o sea, la tasa de mortalidad infantil de 4 por cada 1000 nacimientos. voilà, veut dire que le taux de mortalité infantile a baissé durant ces 2 dernières années. Inferior a la de muchos países desarrollados, Inférieur incluso a la de à Estados plusieurs Unidos. pays qui sont développés dans le monde par rapport à Cuba qui est presque en phase éliminatoire. El 99,9% de los nacimientos 99,9% se producen en instituciones hospitalarias. se produisent dans des institutions hospitalières. Se han eliminado 15 enfermedades infecciosas. 15 maladies infectieuses ont été éliminées. 9 de estas enfermedades 9 d'entre alcanzan un 0,1% de incidencia por cada 10.000 habitantes. Por 100.000, pardon, por 100.000 habitants. Las vacunas, Les vaccins, o sea, tenemos un cuadro de vacunas concernant les vaccins, que toda la población a partir del nacimiento, concernant les vaccins, toutes les populations à partir des naissances des enfants, el esquema de vacuna cubre 13 enfermedades. les schémas couvrent 13 enfermedades. 3 maladies. 13 maladies infectieuses. Cuba dispone de cerca de 490.000 trabajadores de la salud. Cuba dispose de ¿cuántos? Cerca de 490.000 trabajadores de la salud. 485.479 travailleurs dans le domaine de santé. 55.000 trabajan en la colaboración en 65 países. La esperanza de vida de los cubanos L'espérance de vie du peuple cubain alcanza est arrivée los à 78,45 años al 78 nacer. ans depuis la naissance. A pesar de todo, Malgré tout, ils n'ont pas pu, las medidas no pueden bloquear nuestra solidaridad. malgré tout, ils n'ont pas pu bloquer la solidarité. Por eso vamos a Pour estar cela, y nous estamos sommes et nous continuerons
al lado del pueblo argelino. À l'être du côté du peuple algérien. Accompli pour donner solide à la culmination des capacités dans ce secteur, destiné à l'approvisionnement en eau potable à la population ainsi qu'à l'agriculture pour assurer le succès de la culture et de l'industrie. Cuba Hidráulica, entreprise leader dans la fourniture de matières premières indispensables pour assurer les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur l'île, a subi des dommages de millions de dollars à raison du blocus économique, financier et commercial. En ce qui concerne l'importation, le perte a été concentré principalement dans le paiement des frais supplémentaires pour la transportation de marchandises d'Europe par rapport au coût sur le marché américain, ainsi que dans d'autres effets monétaires et financiers. Par exemple, le transport de matières premières pour la fabrication de tuyaux, l'importation de vins, d'accessoires, d'équipements de pompage, de mesures, ainsi que des composés chimiques pour la désinfection de l'eau, sont effectués de l'Europe à un coût plus beaucoup élevé que si était réalisé des États-Unis. De manière générale, cette politique unilatérale de Washington, ça dure déjà plus d'un demi-siècle, a causé des dommages au ministère des Ressources hydrauliques de millions de dollars, notamment dans l'importation des ressources et affecte directement les programmes d'approvisionnement et d'assainissement des eaux liés directement à l'élévation du niveau de la vie de la population cubaine. Que Cuba reçoit chaque année et d'une façon très permanente. Pour seulement parler de l'année passée, la résolution que chaque année se présente à l'Assemblée générale des Nations unies a été approuvée par 199 votes contre 2. C'était la votation à l'Assemblée générale des Nations unies. Pratiquement tous les pays de la planète ont voté avec Cuba. Bien sûr, notre frère, l'Algérie, a été avec nous, la Russie aussi a été avec nous. Ce sont des pays qui toujours nous supportent. Et même, je me souviens très bien que l'ancien représentant permanent de l'Algérie à l'Organisation des Nations Unies l'année passée a pris la parole ce jour historique pour parler, pas seulement pour rejeter le blocus, mais aussi pour remercier la coopération que dans le domaine médical font les ressortissants cubains qui travaillent dans 14 wilayas de l'Algérie. Et on veut vous remercier d'une façon infinie pour ce support. Aussi, cette année a été historique. La votation à l'Assemblée générale a été historique parce que le gouvernement des États-Unis a fait une manœuvre de dernière minute pour passer des amendements à la résolution cubaine. En total, ils sont 8 amendements. On a dû voter tout d'abord la procédure et après chaque amendement proposé par le gouvernement des États-Unis. Et le résultat a été 10 votations, toutes gagnées par Cuba. 10-0 pour chaque votation et finalement 199 votes contre 2. Si on parlerait de ce sport, il n'y a pas de compétence. Ça veut dire que le monde nous accompagne dans ce domaine, mais malheureusement, malgré cette opinion internationale, le blocus n'est pas encore levé et le peuple cubain continue à souffrir les effets du blocus. Une deuxième chose, c'est un principe que c'est très cher pour nous. Nous comprenons l'altruisme, la solidarité et l'humanisme, pas la manipulation, les mensonges et les tromperies. C'est une réalité. Cuba, c'est un pays vraiment solidaire, avec un principe essentiel de notre histoire, c'est que Cuba partage ce que nous avons, on ne donne pas ce qu'on a de plus. C'est toujours de partager ce qu'on a. Par exemple, les ressources humaines, de qu'on parle. On a des ressources humaines, on peut de partager dans une relation gagnant-gagnant avec les peuples frères du monde, surtout des pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, même de l'Asie et de l'Europe. Les photos qui sont en bas, c'est l'entrée de l'hôpital à Hasibaba,
ce sont des ressortissants qui vont avec leurs amis, les camarades de travail algériens, qui se prononcent bien sûr contre le blocus. Et avant d'en finir, on vient de finaliser à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, le sommet des pays non alignés. Bien sûr, l'Algérie a été aussi partie de ce sommet. Le chef d'État algérien a participé à la sommet. Et notre président, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un homme né avec la révolution, un produit de la révolution, un Cubain comme nous, qui a fait toutes les étapes de la vie que nous avons fait, lui, il a fait une proposition très importante au peuple non aligné et au peuple du monde en général, aussi que pour le bon gouvernement du monde. Notre président a fait un appel, pas pour la guerre, mais pour la paix. Pas pour le hégémonisme, mais pour le multilatéralisme. Pas pour l'ingérence, mais pour la souveraineté. Pas pour l'exclusion, mais pour l'inclusion. Pas pour le contrôle du monde par les puissants, mais pour la solidarité. Pas pour la haine, mais pour la véritable liberté et la démocratisation des Nations Unies et des relations internationales. Ça a été le dernier message du gouvernement et des peuples cubains aux pays non alignés et à tous les peuples du monde qui nous accompagnent aussi dans cette guerre, dans cette bataille contre le blocus. Le blocus est une guerre contre Cuba. Cuba, avec le support des gouvernements et des peuples du monde, donne une bataille pour l'élever des blocus. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec vous, pour lancer un appel une fois encore pour que les blocus soient levés, pour que ces politiques cruelles et injustes rentrent finalement à son point final. Vous avez bien dit, à la fin du gouvernement Obama, il y a eu un rapproche entre les deux pays, les deux gouvernements. La chose la plus importante a été bien sûr l'établissement des relations. L'établissement des relations entre Cuba et les États-Unis a marqué un moment historique, sans doute. L'ouverture des ambassades, des deux ambassades à Washington et à La Havane, a suivi cette décision, et même la visite du président Obama à Cuba a été très importante. Avant, il y a eu aussi des autres moments, des autres activités, comme les rencontres qu'ils ont eues dans le domaine international, dans des conférences internationales. Mais je pense que c'est surtout le rétablissement officiel des relations, l'ouverture des ambassades et la visite du président Obama. Encore, on peut parler qu'il y a eu quelques mesures à caractère économique qui ont diminué l'impact des blocus. Pas l'élever les blocus. Pas l'élever. Le blocus n'a jamais été levé. Le blocus était permanent. Mais à la fin du gouvernement Obama, il y a eu une amélioration de la situation et ils ont donné quelques permis qu'avant ils ne donnaient pas. Pour les voyages, pour les visites touristiques, quelques types de visites touristiques. Par exemple, pendant la période Obama avait commencé un système de croisière de visite à Cuba. Ça veut dire que les touristes américains pourraient aller à Cuba, mais pas payer en dollars. S'il c'était 3 jours à Cuba, il doit dormir, il doit faire tous les repas du jour dans les navires. Mais il pouvait visiter Cuba. Comme ça, il pouvait aussi entrer en contact avec la réalité cubaine, même si elle ne pouvait payer en dollars dans le territoire national cubain. Comme ça, il y a eu quelques mesures que, oui, a amélioré un peu la situation. Mais malheureusement, ce processus n'a pas seulement été stoppé, a aussi pris un chemin à l'inverse avec le renforcement des blocus pendant les périodes Trump, surtout, comme on a dit auparavant, pendant cette année. Ça veut dire que c'est vrai, la question que vous avez posée, mais la situation est comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous donne la réponse. Mais, pour la question sahraoui? Oui. Bien sûr. Non. Tout d'abord, pour nous, la question sahraoui, c'est un problème de principe. Je pense que c'est un principe qu'on cherche avec l'Algérie.
Parce que pour nous, le principe de l'indépendance et le droit à l'autodétermination, c'est incontournable. Et notre président a dit l'année passée, avec la première visite qu'il a faite aux Nations Unies pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'on continue à supporter le peuple sahraoui dans ce droit à l'autodétermination. Cette année, la délégation cubaine a été présidée par notre ministre des Affaires étrangères. Il a répété ce principe-là. Je peux vous dire aussi que le président Brahim Ghali a visité Cuba en décembre, à la fin de novembre et début décembre l'année passée. Et il a fait une très bonne visite. Les relations sont étroites. Au campus de réfugiés à Tindouf, il y a 2 brigades cubaines qui travaillent là-bas, une brigade médicale et aussi une brigade de professeurs de préuniversitaires. Il y a une école qui s'appelle Simon Bolivar qui a été construite par le Venezuela et qui a les systèmes de renseignement cubains et des professeurs cubains qui donnent des cours là-bas. Et cette année, plus de 20 jeunes sahraouis ont allé à Cuba pour faire des études à l'université. Ce n'est pas la chiffre que leur donne l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie donne plusieurs bourses, mais c'est ce qu'on peut leur donner. Et il y a quelques centaines de Sahraouis qui se sont diplômés à Cuba dans différents domaines. Quelques d'eux travaillent dans les hôpitaux, champs de réfugiés, dans des autres domaines de l'administration sahraoui, ou sont des habitants des Sahraouis qui travaillent dans différentes parts du monde. Et on a une relation très, très étroite avec nos frères sahraouis aussi. À l'Europe, notre principaux partenaires sont l'Espagne, l'Italie, France, Allemagne, et dans l'Asie, la Chine, Vietnam et aussi le Japon. C'est-à-dire que nous avons diversifié notre commerce en cherchant des autres marchés qui ne sont pas les marchés états-unis, bien sûr. Et on a un échange commercial stable parce que malheureusement, nous sommes en train de changer cette situation, mais à ce moment-là, notre balance de commerce a un peu de balance parce qu'on importe plus de ça qu'on exporte. Mais de toute façon, nous avons de très bons rapports commerciaux avec le reste du monde. Aux États-Unis, on peut acheter quelques produits, surtout agroalimentaires, mais on doit payer cash. C'est une condition qui est comme ça, qui n'a pas changé, et on l'a employé seulement dans les cas d'exception. Et de manière générale, on fait le commerce en base à crédits commerciaux, parce qu'on n'a pas l'accès aux crédits financiers qui donnent les institutions bancaires mondiales. Et nous, bien sûr, nous allons continuer à développer, même avec l'Algérie, nous avons le commerce. Et nous participons chaque année ici à la foire internationale d'Alger, et les compagnies algériennes participent à la foire de La Havane en cherchant des possibilités pour faire des affaires. Nous avons créé cette année, lors de la foire d'Alger, un conseil d'affaires entre Cuba et l'Algérie. On espère que ça sera un outil très important pour développer plus encore le commerce entre nos deux pays. Parce que des possibilités, il existe dans chaque de nos marchés. La nommée comme ça, c'est la coopération médicale, comme on a déjà exprimé. Nous avons à ce moment-ci plus de 900 collaborateurs dans le domaine de la santé qui travaillent dans 4 programmes de santé. C'est les programmes ophtalmologiques, urologie, les programmes de la mère à l'enfant et l'oncologie. Et nous sommes en train de renforcer et d'élargir cette collaboration dans le domaine de la santé. En outre, nous avons ici la coopération dans le secteur hydraulique, où nous avons ici déjà une brigade intégrée par 8 experts. On est en train de faire des négociations pour amplifier aussi cette collaboration. Et à ce moment-ci, nous sommes en train de développer la production conjointe de médicaments, surtout dans le domaine du médicament contre le cancer. Il y a des autres possibilités, des autres domaines où on explore maintenant, comme par exemple l'exportation de l'Algérie vers Cuba des produits agroalimentaires et aussi des services. Et nous pensons que c'est déjà le moment pour rattacher la coopération dans le domaine sportif. Nous faisons des efforts très, très forts pour arriver à la signature d'un accord de coopération dans le domaine des sports. Et c'est un domaine où, comme vous savez, nous avons eu une très bonne coopération au début des années 2000 et on va essayer de les rattacher de nouveau.
Bien sûr, bon, quand on parle de 189 pays qui votent contre en faveur de la résolution et contre le blocus, ça vous expresse tout d'abord qu'il y a un vrai consensus international pour différentes raisons, mais un vrai consensus international contre la politique de blocus. Il y a des pays qui votent en faveur de la résolution pour l'extraterritorialité de blocus. Il y a des autres pays qui votent par principe qu'un pays ne peut pas être bloqué sous un système de blocage. En même temps, il y a plusieurs organisations internationales qui supportent aussi, par consensus, cette politique de lutte contre le blocus. Par exemple, le mouvement des pays non alignés vient d'approuver une résolution, ou dans le texte final de la résolution de l'Assemblée des non alignés a été présent la condamnation au blocus. L'Union africaine, un continent très cher à nous, les Cubains, l'Union africaine chaque année approuve une résolution contre le blocus. Normalement, l'Union africaine ne produit pas de résolutions ou de compromis concernant tiers part. Presque tous les documents de l'Union africaine sont sur l'Afrique. Mais il y a deux thèmes qui n'appartiennent pas à l'Afrique, mais qui appartiennent au cœur de l'Afrique. Un, la cause palestinienne. Chaque année, il y a des documents en faveur de la cause palestinienne et contre l'occupation de l'État palestinien par l'Israël. Et chaque année, il y a aussi une résolution des chefs d'État africains en appelant pour le lever des blocus. C'est une décision très chère aux Cubains, comme vous pouvez imaginer. Il y a plusieurs institutions internationales qui qui sont prononcées contre le blocus et on continue à travailler sans doute dans le domaine international. D'une autre partie, bien sûr, en travaillant si fortement que possible pour renforcer notre économie et faire notre pays plus attractif aux intérêts internationaux et en même temps en diversifiant nos relations extérieures du côté commercial, financier, économique, ça sont aussi des politiques qui vont pour faire tous pour mettre enfin à un point final les blocus. Par exemple, Madame Ripes vous donnait l'exemple de la situation qu'on est en train de faire du côté du commerce des hydrocarbures. Il y a eu plusieurs navires, plusieurs compagnies internationales qui se sont soumis au diktat du gouvernement des États-Unis et qui ont refusé de faire la commercialisation avec Cuba. Mais encore, il arrive des navires avec des hydrocarbures en Cuba. Ça veut dire qu'il y en a des autres qui sont prêts à résister et qui sont prêts à continuer à faire un commerce plus juste avec un pays qui ne donne dommage, à aucun pays du monde, mais qui est sous une politique vraiment très cruelle et qui nous donne des souffrances très importantes. Ça veut dire que les réponses viennent des deux côtés. Des côtés internes, pour faire tous, pour développer notre économie, pour développer nos ressources humaines, pour développer notre technologie, et aussi pour partager les technologies, pour partager les ressources humaines. Madame Ripes mentionnait par exemple le cas des médicaments cubains. Cuba a un développement très important dans le domaine de la biotechnologie. Avec l'Algérie, nous sommes en discussion pour voir quels produits de la biotechnologie cubaine sont de l'intérêt de l'Algérie. Pas seulement pour faire le commerce, mais aussi pour faire des transferts technologiques dans des relations gagnant-gagnant qui puissent permettre à l'Algérie de faire des productions dans le territoire national et en même temps de partager ce qu'on a. Avec la Russie, on vient de signer des rapports très importants dans le domaine de la biotechnologie et des autres. Notre président, quand il est sorti de Bakou, a passé à la Russie pour faire une visite d'État importante. Et ce sont plusieurs les pays, avec la Chine, avec le Vietnam, avec plusieurs pays du monde, on a des relations et on développe ce qu'on peut développer pour être dans une meilleure position dans le domaine international pour faire le commerce et tout type de transactions.